Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Al24 News pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce 19h. Situation sécuritaire qualifiée de très tendue au Burkina Faso. Des coups de feu ont retenti depuis plusieurs camps militaires dans le pays ce dimanche. Le gouvernement dément toute prise du pouvoir de l'armée. Toujours dans la région du Sahel, au Mali, les forces étrangères de Mali, de plus en plus indésirables par les populations. Une attaque a visé une base militaire française. Un soldat français a été tué. Dans le dossier santé, Covid-19 et ce nouveau record quotidien de contamination en Russie pour le 3e jour consécutif, une propagation due au variant Omicron très contagieux. Et dans le dossier économie, l'Algérie, 4e puissance économique sur le continent africain en 2022, le FMI révèle ses dernières prévisions. Et nous entamons donc cette édition par la situation qualifiée de très tendue au Burkina Faso. Des coups de feu ont retenti depuis plusieurs camps militaires dans le pays ce dimanche matin. Le gouvernement a confirmé cette information, mais a démenti la prise de pouvoir par l'armée. Retour sur cette journée mouvementée avec Sofiane Barouti. La situation dans la zone sahélo-saharienne se trouble à vue d'œil. Plusieurs incidents ont eu lieu au Burkina Faso et des sources parlent de mutinerie due à un mouvement de mécontentement dans les rangs de l'armée. Des soldats mécontents auraient brûlé le siège du parti au pouvoir et des tirs ont été entendus près de la base aérienne voisine de l'aéroport international de Ouagadougou, entre autres événements d'une matinée très agitée. Pour rappel, il y a une dizaine de jours, le parquet militaire du Burkina Faso avait annoncé des arrestations pour le motif de déstabilisation contre les institutions de la République et le lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana a été soupçonné d'être le chef de file des putschistes et a été arrêté avec d'autres officiers. Vendredi dernier, des manifestations de soutien au Mali contre les sanctions de la CEDEAO ont été interdites à Ouagadougou et dans d'autres capitales ouest-africaines. Des mouvements populaires qui ont bloqué la route de convois militaires français liés à Barkhane ont eu lieu dans plusieurs pays. La zone des 3 frontières, en très grande instabilité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, fait face à une recrudescence importante des actes terroristes. Le dispositif G5 Sahel, très critiqué, et la présence étrangère rejetée en masse par les citoyens complique la donne dans cette région africaine où la situation paraît se dégrader de jour en jour. Et toujours dans la région du Sahel, au Mali, les forces étrangères de plus en plus indésirables par les populations. Les manifestations de mécontentement se multiplient. Une base militaire française participant à l'opération Barkhane a d'ailleurs été visée par une attaque au mortier ces dernières 24 heures. Tinihinan Makassi. De plus en plus de voix s'élèvent au Mali, dénonçant les présences étrangères non seulement sur leur territoire, mais aussi dans le reste de la région du Sahel. La précarité sécuritaire est au cœur des préoccupations du peuple malien. D'ailleurs, depuis plusieurs mois, les manifestations pour dénoncer cette présence étrangère, qui selon eux exaspère cette fragilité sécuritaire, est à l'origine de la déstabilisation politique de leur pays. D'ailleurs, pas plus loin que samedi 22 janvier, une manifestation a réuni des centaines de Maliens sur le passage d'un convoi de Barkhane. Et plus tard dans la soirée, une attaque au mortier d'un camp à Gao au nord du pays, qui a fait la mort d'un soldat et en blessé plusieurs. Pour rappel, l'armée française est présente au Mali depuis 2013, évoluant d'abord au sein de l'opération Serval, puis au sein de l'opération Barkhane. La situation au Mali est de plus en plus enlisée, surtout depuis les sanctions de la CEDEAO et de l'Union monétaire ouest-africaine contre les autorités de la transition menées par le colonel Assimi Goïta, le reprochant principalement la durée de la période de transition.
Et en Tunisie, la France emboîte le pas au FMI, au secrétaire général de l'ONU et à l'Allemagne en mettant la pression sur le président tunisien. Des préalables sont imposés pour précipiter, voire orienter les réformes. Leïla Guertal. La Tunisie dans l'œil du cyclone après les déclarations du secrétaire général de l'ONU qui fait du dossier tunisien l'une des priorités de l'ONU pour 2022 a exprimé son espoir pour ce qu'il a qualifié de rétablissement institutionnel. Le FMI, lui, emboîte le pas et affirme que la Tunisie doit se remettre sur la voie comme préalable à toute aide. La France et l'Allemagne versent dans le même sens. La Tunisie suscite depuis le début de l'année 2022 un intérêt croissant des pays occidentaux et d'organismes financiers. Pourquoi la Tunisie et par voie de conséquence son président sont-ils bousculés dans leur parcours réformateur? C'est la question posée à Riyad Sidawi, directeur du CARPAS, expert géopolitique tunisien. Il a des dossiers sur son bureau et lui toujours il veut que ce soit judiciaire. Alors ses opposants concernés, ils veulent que ce soit politique. Donc il commercialise l'idée que la démocratie est en danger en Tunisie. Alors lui, il parle d'un processus judiciaire, il parle des juges, il parle des procès. Donc on est à deux vitesses totalement différentes, mais de toute façon, dans ce conflit entre la présidence de la République et le chef du Parlement, donc entre ces deux pouvoirs qui sont les deux légitimes, le président Kais Saied a été élu à 72%, la même chose, le Parlement aussi est légitime, et ça arrive dans plusieurs pays d'avoir ce conflit entre le judiciaire et l'exécutif. Depuis la décision du président tunisien d'entreprendre des réformes et d'établir de nouvelles règles constitutionnelles dans son pays pour mettre fin et mettre un terme à la corruption politique et économique, l'Europe exerce une pression sans pareille sur le président tunisien, lui laissant très peu de marge de manœuvre pour mener à bien ces réformes. Par quoi s'expliquent ces précipitations? Riyad Sidawi, directeur du CARPAS, expert géopolitique tunisien. Je pense Kais Saied n'est pas le bienvenu dans les médias occidentaux en général, vu sa position contre la normalisation avec Israël. Il reste avec le président Ahmed Tebboune de faucons contre la normalisation des relations avec Israël. Donc, nous savons bien que le lobby sioniste est très très fort dans les médias occidentaux, donc on peut comprendre cette campagne. Cet intérêt croissant pour la Tunisie et la précipitation du président dans son travail constituent une série de pressions qui ne peuvent générer que de la tension au lieu de l'apaiser. Et cette information qui nous est parvenue cet après-midi, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, en visite de travail au Caire dès demain lundi. Une visite d'État de 2 jours annoncée par la présidence de la République. Pour rappel, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Les principaux dossiers sur la scène internationale, mais aussi la crise libyenne et la cause palestinienne ont été au cœur de cette rencontre. Direction la Syrie, à présent, 123 morts en 4 jours de combat entre forces de sécurité kurdes et des terroristes du groupe Daesh. Les affrontements ont été déclenchés par une attaque lancée jeudi soir par Daesh contre la prison de Rouayran au nord-est de la Syrie, l'une des plus grandes prisons du pays, abritant des terroristes et gardée par les forces kurdes. Et au Yémen, les opérations de recherche se poursuivent dans les décombres d'une prison dans le nord du Yémen. Se sont poursuivies ce dimanche, soit 48 heures après une attaque ayant fait au moins 70 morts. La prison contrôlée par les Houthis dans la ville de Saada a été ciblée par une attaque aérienne. Les Houthis et des ONG accusent la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite d'avoir mené l'attaque. Riyad, de son côté, qui a réfuté cette information. Et dans le dossier santé, Covid-19, une légère baisse des contaminations a été enregistrée en Algérie. 2134 nouveaux cas confirmés de coronavirus selon le bilan fourni par le ministère de la Santé. Un bilan qui a également annoncé la guérison de 1020 personnes et malheureusement le décès de 14 autres durant les dernières 24 heures.
Tour d'Europe à présent. Des manifestations anti-pass vaccinal ont eu lieu dans plusieurs pays alors que le variant Omicron se répand à une grande vitesse et contamine toujours plus de monde en dépit de sa faible virulence. C'est un sujet signé Neila Hamoud. De la musique, pas de masque. Ici, on n'a pas peur du coronavirus. Au cri de liberté, des opposants au pass vaccinal, réfractaires aux restrictions, ont défilé dans les rues de plusieurs villes françaises ce samedi. 2 jours après son entrée en vigueur, fustigeant l'apartheid imposé selon eux par le gouvernement entre vaccinés et non vaccinés. Le pass vaccinal entre dans la vie des Français dès lundi. Pour que le pass vaccinal soit activé, les plus de 16 ans devront justifier d'un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire 3 doses, ou d'un certificat de rétablissement en cas de contamination ces 6 derniers mois. Les non-vaccinés ne pourront plus aller au cinéma, au musée, au restaurant, mais aussi prendre les transports avec un simple test négatif. Ce même test négatif suffira en revanche pour accéder aux établissements et services de santé. Quant au meeting politique, c'est l'une des exceptions du dispositif contre toute attente. Il semblerait que la Covid-19 n'a pas droit cité, puisque le sésame n'est pas exigé aux participants. En Suède, environ 9000 personnes, selon les médias suédois, ont également manifesté dans le calme dans les rues de Stockholm et Göteborg. Contre le pass vaccinal, ils disent non au pass de vaccination, oui à la liberté. La mobilisation avait été initiée notamment par un groupe baptisé le Mouvement pour la Liberté. Pour rappel, la Suède a introduit le pass vaccinal le 1er décembre. Plus de 83% des Suédois de plus de 12 ans sont entièrement vaccinés. D'autres manifestations similaires étaient organisées en Finlande, en Écosse ou encore en Espagne, où le nombre de contaminations est reparti à la hausse ce samedi, après 3 jours consécutifs de baisse. Les autorités espéraient avoir atteint le pic de la 6e vague entamée en octobre. Le variant Omicron se répand à grande vitesse, la pression reste forte dans les hôpitaux, même si que plus de 80% des Espagnols sont complètement vaccinés. Et la Russie qui a annoncé un nouveau record de contamination en Covid-19 pour le 3e jour consécutif avec 63 205 nouveaux cas, notamment dans la capitale Moscou, épicentre de l'épidémie dans le pays, alors que les autorités ont averti des risques liés aux variants très contagieux Omicron. Après un confinement strict au printemps 2020, la Russie est le 4e pays du monde le plus endeuillé par le virus après les États-Unis, le Brésil et l'Inde. Le numéro 1 de la marine allemande, Kai-Hakim Schönbach, a démissionné après la polémique suscitée par des déclarations dans lesquelles il a rejeté les options de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN et a déclaré que la Crimée ne redeviendra jamais ukrainienne selon la télévision publique allemande ARD. Schönbach a présenté sa démission qui a été acceptée par le ministère de la Défense. Pour sa part, l'Ukraine a convoqué ce samedi l'ambassadeur d'Allemagne à Kiev pour présenter une protestation formelle contre les affirmations de Schönbach. En Italie, et quelques jours après son annonce de candidature, Silvio Berlusconi a annoncé avoir décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle italienne. L'ancien président du Conseil, 85 ans, lève ainsi un obstacle aux négociations entre les partis avant un vote au Parlement pour désigner le successeur de Sergio Mattarella, prévu le 24 janvier. La nomination de l'actuel président du Conseil, Mario Draghi, est désormais considérée comme le choix le plus probable du Parlement, mais il n'est pas encore certain que le large éventail de partis qui soutiennent sa coalition le soutiendra de peur que son départ ne déclenche des élections anticipées. Et en Turquie, la journaliste turque Sedef Kabas a été arrêtée et placée en détention provisoire samedi pour insulte au président après avoir cité à la télévision un proverbe interprété comme visant le président Recep Tayyip Erdogan. Arrêtée dans la nuit de vendredi à samedi à son domicile à Istanbul, la journaliste a été interrogée puis placée en détention provisoire.
Dans le but de lutter contre la flambée des prix, la Réserve fédérale américaine, FED, se prépare à relever ses taux de directeur et décidera lors de sa réunion mardi et mercredi du rythme et de l'ampleur du mouvement. La flambée des prix l'an passé a surpris les économistes et les responsables de la FED ont récemment marqué un brutal revirement sur le sujet. On reste aux États-Unis où l'idée d'interdire aux parlementaires américains en exercice d'effectuer des achats ou des ventes d'actions en bourse fait son chemin, mais elle est loin de faire l'unanimité. Ces derniers jours, divers projets de loi ont été déposés par des élus démocrates et républicains pour encadrer de manière beaucoup plus stricte les règles sur les investissements des législateurs dans des entreprises votées. Et nous allons parler des investissements directs étrangers, un facteur économique considéré comme l'un des indicateurs principaux pour évaluer la santé économique du monde. Les IDE se portent mieux qu'en 2020, avec des hausses enregistrées dans plusieurs régions clés de la planète, selon la CNUSED. Les détails avec Khair Dembatash. Après une année 2020 qualifiée de blanche, les investissements directs étrangers ont fait leur grand retour en 2021, même si la reprise reste inégale. Selon le 40e Global Investment Trends Monitor de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, les flux mondiaux d'investissements directs étrangers ont montré un fort rebond en 2021, en hausse de 77% pour atteindre environ 1650 milliards de dollars, contre 929 milliards de dollars en 2020. La reprise des flux d'investissement vers le pays en développement est encourageante, mais la stagnation des nouveaux investissements dans les pays les moins avancés dans les industries importantes pour les capacités de production et les secteurs clés des objectifs de développement durable, tels que l'électricité, l'alimentation ou la santé, est une cause majeure de préoccupation. Parmi les grandes lignes qui se dégagent du rapport, on notera le fort rebond des idées enregistrées en Afrique, avec plus de 147% de croissance. Selon l'institution onusienne, le continent africain a enregistré 97 milliards de dollars d'IDE l'année dernière, contre 39 milliards de dollars un an plus tôt. Une fois n'est pas coutume, c'est la région subsaharienne qui prend le rôle de locomotive, avec une croissance des IDE estimée à 200%. Par ailleurs, les économies développées ont elles aussi connu une forte hausse, estimée à 777 milliards de dollars d'IDE en 2021, soit 3 fois le niveau exceptionnellement bas de 2020. En Europe, plus de 80% de l'augmentation des flux sont dus à d'importantes fluctuations dans les économies de conduit. Les entrées aux États-Unis ont plus que doublé, cette augmentation étant entièrement due à une augmentation des fusions et acquisitions transfrontalières, note le rapport de la CNUSED. Les flux d'IDE dans les économies en développement ont augmenté de 30% pour atteindre près de 870 milliards de dollars, avec une accélération de la croissance en Asie de l'Est et du Sud-Est qui a atteint 20%. Une reprise à des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie en Amérique latine et dans les Caraïbes et une légère en Asie occidentale. Quatrième puissance économique sur le continent africain, telle sera la position de l'Algérie. En 2022, le FMI révèle ses dernières révisions. Le fonds prévoit un gain de 168,2 milliards de dollars pour cette année, contre près de 164 milliards de dollars l'an dernier. Mohamed Wali Ben Chaben. L'Algérie occupe la 4e place sur le continent africain, selon les statistiques révélées par le Fonds monétaire international au sujet des plus grandes puissances économiques du continent. À en croire la même institution, l'économie algérienne atteindrait 168,2 milliards de dollars en 2022. Cela n'a en revanche pas marqué une différence notable par rapport à la valeur de l'augmentation de l'année dernière, puisque 163,8 milliards de dollars ont été enregistrés au cours de l'année 2021. Le Nigeria arrive en tête du classement continental, ceci avec 555,3 milliards de dollars qu'il devrait atteindre au cours de l'année 2022, suivi de l'Égypte avec 438,3 milliards de dollars. Quant au Royaume du Maroc, ce dernier se place derrière l'Algérie.
où il s'est positionné en 5e place de la plus grande économie africaine 2022, avec 132,6 milliards de dollars. Le FMI a indiqué que l'économie algérienne devrait se rétablir et pourrait se remettre sur pied en 2022 au niveau de son économie, et ce après avoir été victime suite à une série de chocs négatifs. Autrement dit, la Covid-19 a exacerbé les vulnérabilités économiques du pays. Le FMI a salué les mesures prises par les autorités algériennes pour faire face à la crise induite par la pandémie, affirmant qu'elles ont permis de protéger l'économie nationale. Du sport à présent, Cannes 2021 et début des huitièmes de finale. Ce dimanche, le premier match se déroule en ce moment même entre le Burkina Faso et le Gabon. Après un match nul d'un but partout durant les 90 minutes, les deux équipes disputent les prolongations, toujours un but partout. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur du match de ce soir, 20h, entre le Nigeria et la Tunisie en quart de finale. Et avant de clore ce journal, petit tour d'horizon des vidéos qui ont marqué l'actualité de la semaine avec la Minute Web de Sofwan Ben Sabri. Pour la Minute Web d'aujourd'hui, un tour du monde en vidéo avec les séquences qui ont marqué l'actualité de la semaine. Mali, France et Honduras sont au menu. Le président français se fait sermonner au Parlement européen par Yannick Jadot, chef d'accusation, procrastination et traitement des migrants. Vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep dans le film Don't Look Up. Vous décidez chaque jour à Calais d'arracher les tentes, d'humilier ces survivantes et ces survivants, de les maltraiter, de les condamner au désespoir. Bagarre générale au Parlement du Honduras où 20 députés ont proposé l'un d'entre eux au poste de président du Parlement, ce qui n'était pas du goût des partisans fidèles à la présidente qui ont manifesté leur désaccord. Au Mali, des manifestations monstres ont lieu chaque semaine contre les mesures de la CEDEAO et la France. C'est sur cette séquence que s'achève notre Minute Web. Fin de ce 19h, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Amal Amzienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain.